Amis de la littérature, de la belle littérature, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Notre invité de ce soir, Amira Jehan Khalfallah. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Parfait. Eh bien, nous allons parler de votre roman, Le naufrage de la Lune, paru aux éditions Balzac, tout récemment. Premier roman. Oui, tout à fait. Ben, merci de l'avoir édité dans une maison d'édition algérienne. Bah, c'est important pour moi qu'il soit édité en Algérie. Ah ben, c'est important pour nous aussi. Et lu en Algérie. Mais je sais que vous êtes passionné de théâtre et vous aviez écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les Draps. Oui, j'ai écrit quelques pièces de théâtre. Ça fait quelques années que je suis dans cette écriture-là, de plateau. J'ai écrit 5 ou 6 pièces pour oui, le théâtre. Pourquoi c'est pas signalé? Oh, éditeur, ingrat. Parce qu'elles n'ont pas été éditées, justement. Elles ont été jouées et pas forcément éditées. J'ai écrit notamment pour La Marionnette aussi. Voilà. Et là, vous l'avez édité chez Lamarelle, aux éditions Lamarelle, à Marseille. À Marseille, tout à fait. Ça sent vraiment Julio Cortázar, ça, Lamarelle, hein, non? Tout à fait. Non, mais c'est quand même assez étrange qu'une maison d'édition s'appelle Lamarelle, qui soit située à Marseille, alors que on sait que Julio Cortázar adorait Marseille et sa région. Ouais. C'est pas un hasard, à mon avis. C'est pas un hasard. On est d'accord. Alors, Le naufrage de la Lune, Amira Jehan Khalfallah, j'aimerais pas le situer dans ce qu'on appellerait le roman historique. On est d'accord. Il est vrai que vous parlez d'histoire, on va voir de quoi, mais c'est pas tout à fait cela. C'est autre chose, d'abord parce qu'il y a beaucoup de poésie dans votre roman, et il y a surtout, je dirais, comment vivre ensemble. Je sais que c'est classique aujourd'hui, de cette terminologie, le comment vivre ensemble, etc. Mais c'est comment deux cultures qui s'ignorent, qui se connaissent de loin, vont se retrouver au départ confrontés, je dirais, dans un état guerrier, dans une situation guerrière, belliqueuse, et que les choses vont tourner différemment. Et alors, ça se passe donc au XVIIe siècle, et vous structurez votre roman en allant dans ce XVIIe siècle, d'une période très précise, 1679, à une période en arrière, 1664. Vous allez nous expliquer pourquoi ces deux dates-là, vous les précisez, y compris avec un mois très précis et des mois qui courent, donc avec aussi deux lieux totalement différents, je dirais presque 3, mais enfin, bon, c'est en France Versailles et Toulon, et en Algérie, c'est Djegeri, c'est-à-dire Gigel. Et un peu Alger, mais je dirais... mais on verra que Alger a une très grande importance parce qu'à Alger, il va y avoir un basculement, je dirais, de l'histoire de notre pays à partir d'un événement précis en histoire. Alors, qu'est-ce qui vous a pris d'aller vers cette période-là et un événement historique réel, hein, que vous avez, je pense, pas du tout abordé sur le plan historique, mais sur le plan, fantasmagorique presque. On est tout à fait d'accord. C'est vrai que on a souvent dit que c'était un roman historique. Je ne le situe pas là-dedans. Je suis pas dans les codes du roman historique. C'est vrai que je pars de ce fait historique qui est l'expédition du duc de Beaufort, qui est une expédition qui a été envoyée par Louis XIV en juillet 1664. Et à un moment de notre histoire où les corsaires d'Alger dominaient complètement la Méditerranée et donc le roi Soleil n'en pouvait plus de cette situation, car malgré un traité qui a été signé depuis François Ier avec l'Empire ottoman, où
on devait laisser les bateaux français passer sans rien leur demander. Il y a eu à ce moment-là de l'histoire une sorte de crise économique en Espagne. Du coup, les corsaires ont commencé à s'attaquer aux bateaux français aussi. Il y a un événement aussi qui est arrivé quelques années auparavant. C'est la perte du bastion de France qui se situait à quelques kilomètres de La Cale en Algérie. Donc la France a voulu s'installer, construire des fortifications. C'était pas dans l'idée d'une conquête, parce que c'était complètement impensable à l'époque. Mais ils ont choisi du coup Gigeri à l'époque, parce que les Turcs n'étaient pas là, justement. C'était un petit peu une zone un peu enclavée, elle est entre mer et montagne, avec nos ancêtres très guerriers, un peu à la Astérix et Obélix, voilà. Donc personne ne pouvait rentrer chez eux comme ça. Et les Français pouvaient, justement, parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance de ce territoire, de cette terre, de ses habitants, ils se sont intéressés qu'à la géographie du lieu. Il faut dire qu'au départ, ils voulaient passer par Al-Hoceima au Maroc. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver un site qui leur permettrait justement de s'installer. Et ils ont choisi Gigel. Et franchement, ils n'auraient pas dû, parce que ça s'est très très mal passé par la suite. Ah oui, vraiment, on va voir que ça s'est plus que mal passé. Oui. Bon. Alors effectivement, c'est pas du tout une idée de conquête du pays, c'est plus pour avoir en même temps une place forte et en même temps une sorte de comptoir commercial qui leur permettait de faire escale pour aller plus loin, la route des Indes, etc. Un peu comme ensuite les Français vont constituer en Inde d'ailleurs ce qu'on appelle des comptoirs, Pondichéry, etc. et tout ça. C'était avoir ouvrir des routes commerciales, voilà, assurer des routes commerciales. Bon, au départ. Pas du tout dans la tête de Louis XIV d'aller conquérir l'intérieur du pays. Hein. De toute façon, il ne pouvait pas. Oui, il n'en avait pas la force. Oui, voilà. Il n'en avait pas la force. Ouais. Et, alors, autant alors, ce que vous expliquez très bien dans votre roman, sur le plan historique, après on va revenir sur un autre fond. Hein. Mais juste pour fermer la parenthèse historique, il faut savoir que en 1664, Gigel ne dépendait absolument pas de l'Empire ottoman. La Sublime Porte n'avait strictement rien. Elle ne payait aucun tribut. Hein, à Alger, au baie d'Alger, rien du tout, alors que, évidemment, c'était une ville excessivement convoitée, parce que c'était une ville riche, qui exportait des produits à haute valeur commerciale, un peu partout, en Tunisie et même plus loin. Le lin, les cuirs. Voilà, et l'huile d'olive, etc. Et donc, c'était un petit peu le caillou dans la chaussure de l'Empire ottoman. Bon, il se disait, comment on va faire? Bon, il vaut mieux pas trop s'y frotter. Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, alors, dans la tête des Français, ce qu'on appelait la royale, c'est-à-dire la flotte française, hein, la marine française, est allée vouloir conquérir, alors que la marine française était la plus pauvre plus que moyenne d'Europe. C'était en fait carrément la plus pauvre d'Europe. Leur armée de terre était forte, mais elle était très affaiblie par plein de guerres, notamment avec l'Espagne. Louis XIV, il a fait la guerre de 30 ans, etc. Et tout ça. Autant la marine française était vraiment la dernière marine européenne. C'était l'Espagne, c'était l'Angleterre, la Hollande. Beaucoup. Oui. La Hollande était très importante. Française. D'ailleurs, la marine française ne va se développer que par la suite avec Colbert qui va évidemment. Alors ils se sont dit mais on va faire une expédition en pensant que ça allait être facile. Alors là il s'est passé un désastre total. Tout à fait. Parce que d'abord, c'était très mal préparé. Louis XIV, il s'est un peu amusé à mettre des généraux qui se détestent entre eux. À la tête de l'expédition, le duc de Beaufort, qui était un peu l'ennemi aussi de Louis XIV, parce qu'il a été frondeur à un moment donné. Oui, en plus. Oui, mais il voulait justement calmer ses ardeurs. Et le duc de Beaufort, qui lui revenait de droit, parce qu'il est quand même petit-fils d'Henri IV. Donc, il a nommé amiral de France. Sauf que l'amiral de France ne connaît absolument rien à la mer. Et avant cette expédition-là, il n'avait
jamais mis les pieds avant la préparation de cette expédition-là, parce qu'il est parti un peu regarder avant, mais avant, il n'avait jamais mis les pieds dans un bateau. Il ne savait pas nager, donc il n'avait aucune connaissance de la mer, et il s'est retrouvé avec des gens quand même, comme le chevalier Paul, qui est un très grand marin, qui avait d'énormes connaissances maritimes, et donc les ordres étaient contradictoires, les stratégies n'étaient pas la même, avec cette méconnaissance en plus de Gigel, de la terre algérienne. Si les Turcs n'ont pas pu entrer à Gigel, c'était pas un hasard. Ouais, c'était pas bon. Voilà. Alors, vous me parlez de Beaufort, de cette expédition, mais l'intérêt dans votre roman, c'est que va se dégager un personnage qui, lui, connaît parfaitement bien la mer, qui est un amoureux de la mer, qui va devenir un de vos principaux personnages, c'est Jean-François. Tout à fait. En fait, je me sers de la grande histoire, et c'est l'arrière-histoire de l'histoire que j'ai envie de raconter, je dirais plutôt ça. Donc je pose tout ça, c'est pas un décor, hein, mais c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire, c'est assez organique. Donc c'est à cette période-là que j'avais envie de raconter justement la rencontre entre deux mondes, parce qu'on parle souvent de confrontation, mais il y a rencontre aussi à un moment donné, il y a des rencontres même en temps de guerre. On fait la paix même pendant la guerre, et c'est ce que raconte ou essaye de raconter ce livre, ou en tout cas, des fois il pose des questions, la question se pose. Alors lui, Jean-François, c'est un vrai marin. Hein. Il a bourlingué, hein, il est allé en Inde, orientale, il a fait vraiment... il connaît la mer, hein, il sait ce que ça veut dire. D'ailleurs, lui-même se pose à un moment donné la question, il se dit, mais qu'est-ce qu'on nous a mis comme généraux là, c'est vraiment n'importe quoi, on va à l'abattoir. Hein. Il fait partie de l'expédition, il n'a pas un haut grade, il est officier, mais il n'est pas de haut rang non plus. Hein. C'est pas un aristocrate. Hein. Il est médecin. Il est médecin, mais disons qu'il n'exerce pas trop son métier de médecin. Oui. Je dirais que c'est plutôt un homme curieux, non? Oui, il est très curieux. C'est une sorte de chercheur. Voilà, il est plutôt chercheur parce que il s'intéresse à ce que disait aux premières recherches d'Antonin Leeuwenhoek, qui est un Hollandais, un drapier hollandais, et qui s'amusait à ce moment-là de l'histoire à dire qu'il y a des petits animaux, ce qu'il appelait des animaux invisibles, et il les a dessinés, décrits. En fait, c'est la première personne qui a vu les micro-organismes. Ouais. Parce que ce monsieur-là, il était drapier, et il construisait à chaque fois des lentilles pour regarder les draps, en fait. C'est la texture et la trame, et compter les fils et tout. Et en faisant ça, il a vu des petites choses vivantes, et il les a dessinées, et il a commencé à dire, il y a des petits animaux invisibles, et voilà. Donc c'est le premier, et c'est lui qui a construit le premier microscope au monde. D'ailleurs, je suis allée jusqu'en Hollande pour voir ce microscope de Leeuwenhoek, oui. Il est dans quelle ville? Il est à Amsterdam. Amsterdam, oui. D'accord. Et donc voilà, on lui doit le premier microscope de l'humanité. Donc ce XVIIe siècle est un siècle très particulier, où il y avait de très belles choses, il y avait de la misère, mais il y avait aussi des découvertes scientifiques très intéressantes. C'est le siècle de Molière, en 1664, avant cette invasion, Molière était en train de jouer Tartuffe, il y a Lully, donc il y a l'explosion des arts, de la littérature. Alors tout ça, vous en parlez dans votre roman, hein. À un moment donné, vous dites, voilà, Molière, vous décrivez Molière en train de préparer Tartuffe. Hein. Oui, c'est quand même un événement assez important, et c'est pour situer mon personnage. Vous auriez pu choisir une autre pièce. Hein. Mais, mais c'est aussi, c'est un fait historique. Ça s'est joué en mai 1664. Et c'est vrai que c'est une pièce qui a quand même eu du poids jusqu'à aujourd'hui. Oui, elle est très particulière voilà. pour son temps. Oui, elle est très ultra moderne pour son temps. Donc mon personnage vient de ce milieu-là. Et je voulais savoir comment quelqu'un qui est parti de là ait pu rester vivre à Gigel. Et c'est vrai que le fait qu'il soit médecin aussi, je me suis inspirée en faisant des recherches. J'ai trouvé une lettre d'un général français qui se plaignait au roi Louis XIV parce qu'il y a un médecin qui a quitté le camp français. Il est allé du côté des Turcs et des Gigéliens, en fait. Et
je me suis demandé comment un médecin français, quand même, c'est pas un petit soldat, parce qu'il y a eu beaucoup de soldats qui ont quitté, qui sont allés de l'autre côté, oui, quand qui ont déserté. Mais qu'un médecin déserte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est étonnant. Oui. C'est assez étonnant. Et voilà, je suis partie de cette recherche-là, de cette quête-là. Mais en fait, compte, votre personnage, Jean-Val, c'est une sorte de moitié. Il commence à comprendre le siècle des Lumières. Hein, c'est le début du siècle des Lumières, c'est-à-dire bon, la science, Diderot, Voltaire, etc. Tout ça, l'encyclopédie, je dirais presque. Hein, et puis en même temps, il commence à créer, je dirais presque, l'anthropologie. Hein, c'est-à-dire qu'il s'intéresse au vivre de l'autre. Parce que c'est ce qui va se passer dans votre roman. Il va commencer petit à petit. C'était excessivement rare de voir, surtout, bon, généralement, bon, c'était des gens de l'armée. Hein, c'était même pas dans les conquêtes, mais quand il y avait, par exemple, Bougainville ou des trucs comme ça, etc., qui allaient faire des expéditions scientifiques, c'était des gens de l'armée. Hein. C'était pas des. Il y avait quelques civils, mais essentiellement, c'était des gens de l'armée qui étaient très férus en sciences. Hein. C'était pas des guerriers sabre au poing. Hein. Et il commençait à apprendre les langues, il narre les us et coutumes des populations indigènes, leur parler, leur façon de vivre. C'est assez incroyable, ça. Hein, parce qu'on aurait pu imaginer que tout de suite, c'était, bon, écoutez, c'est des barbares, ils ne vivent pas comme nous. Les gars viennent de Versailles. Hein, donc, ville, château en construction, c'est les grandes fêtes complètement féeriques, on dépense de l'argent à tort et à travers, on vit, quoi. Bon, on s'en fiche du reste. Hein, oui. Complètement. On vit, on mange, on boit jusqu'à en vomir aussi. Exactement ce que vous racontez. Voilà. C'est vraiment orgiaque, quoi. Oui. Il n'y a rien de créatif. Hein. Oui. Et dans un sentiment, dans un vouloir tout dominer, même les jardins à la française que je décris. Très aussi, carré. Très carré, il faut que rien dépasse, il faut que tout soit maîtrisé. Et puis ils arrivent là et tout leur échappe. Ouais. Alors il va faire partie de cette expédition et alors donc on bascule dans votre roman Amir Nagian Khalfallah entre deux dates, donc 1664-1679. Vous commencez par 1679, c'est-à-dire vous dites bon voilà en 1679 où ça en est, cette ville, hein. Alors, au début, évidemment, surprise, hein, il fallait jusqu'à la fin du livre pour comprendre que la ville a reçu un coup de tonnerre, puisqu'elle a été quasiment totalement complètement détruite. Hein. Oui. Donc vous recréez, votre roman recrée avec des personnages qui ont tous un prénom, mais en fin de compte, le prénom n'a pas beaucoup d'importance, parce que c'est une ville de la mer, qui est totalement tournée vers la mer. Oui. Hein, et tous ont des noms de poissons. Oui. Le mérou, le machin, Alors, ça m'a beaucoup amusé, parce que c'est très sympa. C'est très sympa et c'est très gigélien, en fait. Ouais. C'est vraiment, ça reflète l'esprit gigélien. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de surnoms et les gens portent beaucoup des noms de poissons. Ah oui. Oui. Jusqu'à et je trouve ça très mignon et oui. Ça a du sens, quoi, aussi. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais petite, voilà, il y avait un monsieur chez qui j'achetais des glaces et il avait un nom de poisson. Moi, j'ai toujours pensé que c'était son vrai nom. Et en fait, c'était un surnom. Et je trouve ça très beau. C'est des gens qui ont des connaissances de poissons et c'est une ville de pêcheurs et elle est vraiment tournée vers la mer. Et d'ailleurs, vous construisez au départ avec divers personnages très hauts en couleur, où ils ont tous pratiquement des surnoms. Ce sont des pêcheurs, à part un qui est lui. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que
ce drapier hollandais cherché dans la trame, donc dans les entrefilets d'un drap, hein, il trouve des petites bestioles invisibles grâce à ses lentilles, avec un des personnages qui va terminer votre roman, qui est lui aussi dans le filet, dans la trame. Oui, on peut le voir comme ça aussi. Oui, et lui aussi, il ne cherche pas les petites bêtes invisibles, mais il cherche autre chose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça que les Gigéliens l'ont vite adopté, ce personnage-là, parce que lui, il arrive et il dit, il y a un homme en Europe qui voit des choses invisibles. Ben, on dit, ben, nous aussi, on a un marabout, il y a un gars qui voit des choses aussi invisibles. Donc, en fait, c'est... Ce qui m'intéresse et ce qui revient aussi, c'est une thématique qui revient souvent, que ce soit dans mon théâtre ou dans ce roman, c'est vraiment la rencontre entre la science et la croyance. Ouais. On est, même pour Leeuwenhoek, parce que les gens ne l'ont pas cru de toute façon à ce moment-là, c'est bien après que ces travaux vont être établis, reconnus et tout ça par des scientifiques, mais au départ c'était impensable de parler à un drapier, de parler de science avec un drapier. Donc lui, il arrive avec cette idée-là qui est de la science. Et eux aussi, mais ils pensent que c'est des croyances. De toute façon, avant d'établir que c'est une science, ça reste de l'ordre des croyances. Le mot que vous utilisez, c'est croyance. C'est pas superstition. Attention. Oui. C'est croyance. C'est qu'on y croit profondément et ça fait partie profondément de la culture. Oui. Alors que la superstition, non, c'est autre chose. Hein. Oui, il ne faut pas confondre les deux mots. Oui. Je ne suis pas en train de faire de la sémantique, mais c'est complètement différent. Ça fait partie de la culture. Il y a les djinns, il y a ces êtres qui viennent de la mer, etc. Mais on y croit profondément. Et peut-être que oui. Peut-être que oui. Pourquoi non? Le jour où on va établir ça, voilà. Pourquoi vous croyez en des êtres invisibles à l'œil nu, et puis nous, on ne croirait pas à des outres qui viendraient de la mer. On ne voit pas très bien pourquoi. Exactement. Chacun a sa fable, après tout. Voilà. On peut, pour certains, ça s'appelle la science. Pour d'autres, c'est la croyance. Et quand on change de camp, la croyance devient science et la science devient croyance. Donc, à quel moment, ça dépend à quel moment de l'histoire on est, à quel endroit, et ça peut changer de sens. Mais c'est la foi. Oui. Pas la foi dans le sens très général du terme. Hein. Je ne parle pas d'une foi religieuse. C'est, comme on dit, quelqu'un, il a la foi. Franchement, il est passionné, etc. Oui. C'est une sorte de passion. C'est de cet ordre-là, oui. Ouais. Ça va même jusqu'à un moment donné, ça j'ai beaucoup aimé, une partie de votre roman, où vous allez dans la mythologie grecque, avec Poséidon, et puis, mais oui, mais on l'a, nous aussi. Oui, et d'ailleurs, ce rocher existe, Boussadoun, à Gigel, c'est une déformation de Poséidon, et ces légendes de la mer dans le bassin méditerranéen, elles ont résisté, elles sont toujours là. Et s'il y a de l'érosion, c'est parce que c'est le trident de Poséidon qui vient frapper le rocher. Pourquoi non? Bien sûr. Pourquoi non? De toute façon, la culture, ce qu'on appelle judéo-chrétienne, vient essentiellement de la mythologie grecque et romaine. Ouais. Donc je ne vois pas pourquoi non. Et puis les gens de la mer autour du bassin méditerranéen ont tous plus ou moins les mêmes croyances aussi. Ouais. C'est quelque chose, parce que c'est des gens qui voyagent. Et d'ailleurs, en faisant la préparation de ce livre, j'ai beaucoup travaillé avec des raïs à Gigel. Ouais. Et j'ai travaillé sur leur vocabulaire aussi, les mots qu'ils utilisent. Et ils me disaient qu'un pêcheur gigélien utilise les mêmes mots qu'un pêcheur italien. Ouais. Et ce n'est pas les mêmes qu'avec un oranais. Et donc les échanges se faisaient plutôt nord-sud. Donc voilà, on est dans un espace. La Méditerranée est un espace en soi, avec sa sémantique, avec ses traditions, avec sa culture. C'est là qu'on se rend compte, c'est avec les gens de la mer ça s'entend plus, parce qu'ils utilisent encore ces mots. Une fois qu'on est sur le bateau, je suis montée avec eux sur les bateaux, et les mots changent. C'est pour ça que je dis les mots de la terre et les mots de la mer. Alors effectivement, il y a aussi dans votre roman cette idée de le bahar, la mer. Et puis il y a le Djebel. Oui. Alors, le Djebel, c'est un autre monde, complètement différent, avec aussi, je dirais, d'autres mythes.
la forêt. Et il n'y a pas opposition. Non. Du tout. Non. On n'en a pas besoin. C'est ça qui est magnifique. Oui. Si on a, je sais pas, si tout d'un coup on a des problèmes, je dirais, avec la mer d'une façon ou d'une autre, hein, le monde de la mer, eh ben, on monte au Djebel et c'est une autre vie. Et si on a un problème Djebel, avec le monde fantasmagorique ou le monde social du Djebel, eh ben, on descend vers la mer. Oui, et puis... Mais c'est une symbiose. Oui, et il y a Sidi Amr Assas Bhar, donc, qui est là pour protéger la mer, les marins, et il est sur cette hauteur-là. Donc oui, on passe d'un monde à un autre. Même quand je parle du Raïs Mahmoud, au moment de remonter vers chez lui, il fait un tour par une source et il adapte sa respiration, sa marche. C'est une sorte d'amphibien en fait, qui passe d'un monde à un autre. Et on est dans ce rythme de la mer, même quand on va sur Terre. Et au fur et à mesure, on adapte sa respiration et voilà, des choses comme ça. L'eau. L'eau. L'importance de l'eau. Après, on va revenir sur pas une opposition, une sorte de complémentarité entre deux astres. Oui. C'est très important dans votre roman. L'eau a une importance capitale dans votre roman. Parce que quand je le lis, pour moi, c'est au fil de l'eau. C'est, j'allais dire, le fil de la vie. Hein. L'eau, on le sait tous, scientifiquement, c'est la base même de la vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Hein. Et dans votre roman, chaque fois, ça revient. Oui, d'ailleurs, dans la structure, au début, là, il y a livre 1 et livre 2. Au début, j'avais mis le livre de la mer. Ouais. Voilà, et le livre de la terre. Mais entre les deux, il y a l'eau. Oui, aussi, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on a enlevé après, parce que l'eau, en fait, est présente de bout en bout. De bout en bout. Le salut des gens vient par l'eau, par la mer, les invasions aussi. Gigel est une ville qui a connu beaucoup d'invasions, mais qui a aussi accueilli beaucoup de personnes qui passaient par là, qui partaient le Hajj. Les marabouts de Gigel sont souvent des gens qui sont venus par la mer, soit du Maroc, beaucoup du Maroc d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre le parler gigélien et marocain. Ah oui. Oui. Et c'est, voilà, donc la mer nous a toujours nourris, nous a toujours fait peur et en même temps a toujours été là, protectrice. Donc il y a cette ambivalence. Oui. Une sorte de paradoxe. Et on ne peut pas vivre ces personnages que vous décrivez, c'est qu'effectivement, ils ne peuvent pas vivre sans la mer, et pourtant, ils craignent une chose, c'est que le pire peut venir de la mer. Oui, bien sûr. On a inventé plein de légendes, et les légendes ne viennent pas de rien, et ça vient d'une peur pour adoucir un peu la vie, parce qu'on a toujours justement eu des invasions qui venaient par la mer. Ah oui. C'est une ville, Gigel, qui a été détruite à plusieurs reprises par des conquérants. Elle a été dominée par les Génois pendant plusieurs siècles. Enfin, on l'a toujours reçu, accueilli ou été envahi par des gens par la mer, qui venaient par la mer. Donc on regarde toujours, et c'est pour ça que le Jebel, cette montagne, les pêcheurs, ils vivent justement sur la montagne et pour regarder, voir ce qui arrive. Au loin, ce qui peut arriver. Alors ça peut être effectivement une invasion guerrière comme celle que vous décrivez. Hein, l'invasion, c'est loin d'être la seule. Et moi, malheureusement, dans l'avenir, on verra que malheureusement aussi Gigel a été maintes fois désiré, je dirais. Et puis, on ne peut pas vivre sans ce que la mer nous apporte. Et non. C'est impossible. Hein. D'où ce côté un peu enfantin de donner des surnoms aux personnages, mais dans la réalité aussi, de noms de poissons. C'est-à-dire que, bon, c'est très affectueux. Oui, oui. Oui. Puis quand même une côte assez magnifique, mais quand même très excessivement découpée, et
il y a un ensemble, et pourtant il y a une telle variété. Parce que vos personnages sont comme ça. Ils sont d'une telle variété. Et le personnage pratiquement avec lequel vous terminez, hein, ça va être beaucoup plus compliqué que cela, mais il pleure de toutes ses larmes parce que lui n'a jamais pris la mer. Et oui, c'est un homme-là que j'adore. Oui. C'est quand même complètement fou. Il vit pour la mer, il travaille pour la mer. Il rêve que de ça, il veut juste embarquer et on ne lui a pas donné cette autorisation-là jusqu'au moment où il va la prendre, ou justement où il va considérer que Poséidon lui a donné un signe. Et voilà. Et entre-temps, il se console par le chant, il joue, il y a de la musique aussi, il y a la présence de la musique aussi dans ce livre. Oui. Ça, c'est important, ça, parce qu'à un moment donné, il va même fabriquer un instrument, mais qui ne correspondra pas au son qu'il cherche. Qu'il cherche. Oui. Mais que cherche-t-il comme son? Celui de la mer, mais il va l'avoir sans son mandor. Oui. En fait, il l'a constamment dans la tête. C'est ça le problème. Oui. Il n'a même plus besoin d'instruments à ce moment-là. Parce qu'il fait une petite bêtise comme ça, parce qu'il a l'habitude d'animer des soirées, surtout des soirées de femmes entre elles, comme ils les appellent les toupies. Mais à un moment donné, il va avoir un mot inconvenant, disons. Hein. Il va se retrouver complètement seul, rejeté, isolé. Et c'est là qu'on retrouve l'idée, comme quoi il va changer de monde. Il va passer au monde de la mer, à celui de la forêt. Il va s'exiler, en quelque sorte en forêt. Et puis alors là, toutes les légendes courent. La forêt l'a emprisonné. C'est ça, c'est pour ça qu'on revient à ce que vous avez dit au départ, c'est pas un roman historique, on est plus dans les codes du conte en fait. Voilà, c'est un conte, il y a cette forêt qu'il a un peu... C'est même pas un prétexte, je dirais, votre situation historique. C'est, à la limite, bon, c'est un décor. Voilà, je dirais l'arrière-histoire. Oui, parce que le décor, c'est quelque chose qu'on peut enlever, mais là, c'est vraiment lié à l'histoire. Oui, mais bon, je dirais que l'histoire devient une sorte de... Les événements historiques sont un hasard. En fait, de situations qui vont se créer. Ils sont au service des personnages. Et c'est là que c'est différent d'un roman historique où les personnages sont au service de la grande histoire. Voilà, là, on est dans l'autre sens, en fait. Donc, c'est un prétexte, comme vous venez de le dire, pour raconter cette histoire-là et cette rencontre. Oui, on voit bien que vous faites du théâtre. Hein. C'est un décor. Vous changez de décor. Alors c'est marrant parce que quand on passe d'un endroit à l'autre, Versailles, Toulon, Algérie, Alger, bon, j'ai l'impression d'être effectivement dans une pièce de théâtre où, vous savez, quand à l'ancienne, quand les décors tombent comme ça, mais on s'en fiche complètement que le public sache que ce sont des faux décors. Hein. Bon, aujourd'hui, on a plus tendance à essayer de faire en sorte que le décor ne tombe pas comme ça, parce que c'était des décors peints avant, hein, stuff comme ça. Alors, voilà. Le décor, on est en 1664 maintenant, et on est à Versailles. Hein. Il y a le roi qui danse. Et voilà, c'est comme ça. Bon, tac, un autre, on est à Alger. Et puis, oui, parce que, en fait, montrer que Gigel, à ce moment-là, était prise, il y a le pouvoir en France et le pouvoir central ottoman, et il y a des enjeux qui dépassent carrément cette petite ville et les gens de cette ville qui ne savaient pas du tout ce qui était en train de se passer, de se combiner, et c'est leur destin qui était en jeu. Et voilà, de montrer, c'est pour ça peut-être ce côté théâtral, justement, parce qu'il y a une mise en scène, que ce soit de... Mais ils avaient quand même une petite idée, hein, parce que c'était l'histoire des frères Barberousse. Hein, on les avait appelés juste pour donner un coup de main. Les gars sont restés pendant des siècles. Hein. C'est-à-dire, bon, l'Empire ottoman, il ne faut pas trop l'appeler. Enfin, à l'époque, il ne faut pas trop l'appeler à l'aide, parce qu'après, lui, carrément, il reste. Et d'ailleurs, voilà, ils sont restés. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans Gigel. Vous nous voulez, vous allez nous avoir, et pendant longtemps. Oui. Et c'est ce qui va. C'est exactement ce qui va se passer. Oui.
Oui. C'est C'est incroyable. pour ça que les habitants, les Gigéliens et toutes les tribus, parce qu'il n'y a pas que les gens de Gigel, hein, ils ont eu besoin de toutes les tribus qui se sont ralliées à un moment donné parce que la guerre sainte a été déclarée, parce que les Français ont commencé par profaner les tombes quand même. Ils avaient besoin de pierres pour construire des fortifications. Ils se sont attaqués, ils ont pris les pierres tombales du cimetière, ils se sont attaqués aux marabouts et ça... Oui, là ça a été... Ok, ben, Puis de toute façon, c'est là qu'ils ont perdu, les en fait. Gigéliens n'avaient plus le choix. Donc toutes les tribus se sont ralliées et puis entre l'envahisseur français qui respecte même pas les morts et les Turcs, voilà, il a fallu faire un choix à un moment donné. Il fallait de l'artillerie, voilà. Et il fallait l'artillerie lourde et ces gens-là n'avaient pas d'artillerie lourde, donc c'est... Alors, on voit Lully, Molière, mais alors, il y a une autre thématique dans votre roman, Amina Jahan Khalfallah, qui est, et je pense que c'est pas gratuit, enfin, c'est peut-être fait du hasard, hein, mais bon, Louis XIV était appelé le roi Soleil. Et oui. Bon, donc c'était... tout tourne autour de moi. Je suis le soleil, Apollon, donc on est en France dans voilà, cette toujours énergie-là, la mythologie grecque. Le soleil, voilà, le feu. Et puis l'Algérie, c'est le pays de la lune. C'est lunaire, Tiziri. Tziri, son nom vient, c'est clair de lune, et c'est le nom de l'Algérie. Zahir, Tziri, Tiziri. Donc voilà, il y a le soleil et la lune. Ouais. Et il y avait les bateaux, le soleil et la lune. Et d'ailleurs, c'est les deux derniers bateaux qui ont quitté Gigel. D'où le titre de votre roman, oui, Le naufrage de la lune. Celui que la soldatesque française attendait avec impatience du secours, va couler. Bien sûr qu'il coule. Ben oui. C'est pas ton mythe. C'est pas ton mythe. Oui. S'il l'avait appelé Phœbus ou Apollon, peut-être qu'il n'aurait pas coulé. Hein. Mais là, appeler un bateau de la Lune pour aller vers les côtes gigéliennes ou vers Alger, c'était pas très... Hein. Et puis, ils l'ont presque laissé couler exprès. Ouais. Parce que Louis XIV ne voulait pas qu'on sache la défaite, parce qu'au départ, ils avaient annoncé, effectivement, les Français, au bout d'une journée, ils étaient dans la ville, ils ont tout détruit, ils étaient dans la citadelle, ici, ils sont installés. Donc tout ça a été annoncé dans les journaux français. C'est la première fois que, depuis les croisades quand même, qu'il y a la chrétienté, on était toujours dans cet esprit-là, oui. Chrétiens et musulmans, et puis c'était la première fois qu'ils mettent les pieds en Afrique. Donc c'était quelque chose qui a été annoncé en grande pompe. Et puis hop, une fois qu'ils ont perdu, ils ne voulaient pas trop que ça se propage. Le bateau, il arrive à côté de Toulon. Oui, quelques encablures. Hein. Oui, et il prenait eau de toutes parts. Et le capitaine du bateau disait, on ne peut pas continuer. Il disait, non, il faut aller à Porquerolles, du côté de Marseille, parce que en quarantaine, il voulait les envoyer en quarantaine là-bas pour parler de peste, alors qu'il n'y avait pas de peste. Il n'y avait pas de peste du tout, oui. Bateau. Et le bateau, il a coulé juste là, en fait, entre Toulon et Marseille. Quelle ironie. Oui. Quelle ironie. Quand même, il y a une autre symbolique. Hein. Bon, déjà, un de vos personnages, c'est Clair de Lune, mais il y a toute la symbolique de ce qui peut être dans le monde gigélien ou le monde berbère d'une façon générale, hein, puisque c'est Tanit aussi. Quelle est la signification de la Lune, sa symbolique, qui est c'est le soleil, c'est masculin, c'est la lune, même si c'est qu'en français, mais c'est quand même très... Même il y a une représentation, hein, même chez nous, dans nos cultures, qu'elles soient arabes ou berbères, Shams, c'est plutôt masculin. Oui. Hein, le Qamar, c'est automatiquement féminin. Oui, il y a des prénoms de filles, voilà, Tiziri, Badra. On voit mal un garçon s'appeler Qamar. Mais Shamsuddin, oui. Oui. Shams, donc c'est bien... dans le masculin. Ça a toujours été comme ça. Hein, je veux dire, depuis l'Antiquité, la lune, c'est le symbole de la fertilité. Oui, aussi. C'est de la féminité, de l'éclat lumineux, mais d'un autre type d'éclat lumineux que le soleil. Ébloui, la lune adoucit.
La Lune, on la voit comme quelque chose qui est comme un peu... Est-ce que l'or n'éblouit t il pas jusqu'à devenir cupide, méchant, conquérant, avide, alors que la Lune est plus d'argent et qu'elle est, je dirais, plus adoucissante. Elle va plutôt vers le miel, vers le... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, d'une façon générale, ça date depuis l'Antiquité, dans le monde berbère, qu'il soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie ou ailleurs, l'or n'est pas apprécié, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent. C'est le reflet de la Lune. Ouais. Oui, pour les paysans aussi, c'est la Lune, pour semer les graines. Voilà, l'argent et la Lune a une importance capitale dans notre culture, oui. On est plus le pays de la Lune que celui du Soleil. Alors, c'est ça que je trouvais magnifiquement poétique dans votre roman. Et c'est ça que je voudrais dire à nos téléspectatrices, téléspectateurs, de ne pas rater. Je ne veux pas le raconter, je ne veux pas dire parce que la symbolique est pratiquement partout dans votre roman. Soleil, lune, d'où le titre, le naufrage de la Lune. Mais il faut savoir emprunter les chemins de votre roman pour regarder, alors là, cette fois-ci, avec cette fameuse optique de notre ami drapier hollandais, ce qui est invisible à l'œil nu, et qui est parfaitement visible, si on lit bien votre roman, dans la trame que vous nous donnez à lire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail concernant le destin de Jean-François, personnage essentiel de votre roman, et le destin de Tiziri, point d'interrogation. On laisse. Un personnage aussi qui m'a beaucoup touché, c'est Nefa. Oui. Alors là... La grand-tante. Alors, vous décrivez, vous savez, il y a une scène, quand les janissaires débarquent chez elle, voilà, ça devient on dirait qu'on est au marché avec les poissonnières qui se battent avec les gardes communaux, pratiquement, vous savez. Toutes les femmes arrachent les cheveux, les janissaires fichent le camp parce qu'ils ont peur. C'est des guerrières. Ouais, elles n'ont peur de rien, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est, vous savez, comme nos vieilles grand-mères pendant la lutte de libération nationale. C'est-à-dire, vous dites, je comprends pas, mais elle s'est mariée à l'âge de 15 ans, elle a toujours été enfermée à la maison, puis d'un coup, elle peut tenir tête un para-français avec un culot, un courage. Oui. Ah, moi j'ai retrouvé ça chez... Oui, c'est les femmes en temps de guerre. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais elles sont d'un courage, elles élaborent leur propre stratégie. D'ailleurs, elles ont réussi à faire évader un prisonnier. C'est quand même les femmes qui ont organisé ça. Elles le cachent. Elle le cache. Elle le soigne, elle le cache, elle dorlote. Oui. Et puis elles s'en tombent même presque amoureuses, toutes. Oui. C'est l'attrait de l'étranger. Mais elle arrive quand même à sortir de prison, quoi, en utilisant un couscous hallucinogène. Voilà, oui. Qui est, voilà, une spécialité de Gigel. Donc elles ont des armes que les janissaires n'avaient pas imaginées, quand même. C'est pour ça que c'est pas classable dans le roman historique, parce que il y a tout ce côté excessivement féminin. Hein. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous avez écrit ce roman, ça n'a rien à voir. J'aime pas trop l'histoire de l'écriture au féminin comme ça. J'aime pas ça du tout. Beaucoup de gens ont pensé que Yasmina Khadra était une femme pendant très longtemps. Voilà. Où est-ce qu'on le classe, Yasmina Khadra, l'écriture au féminin? Non, il y a tout effectivement, hein, et je te fais un couscous, hein, et je fais ça, la course dans les bois, enfin c'est magnifique. Ce côté, bon, faut pas trop la toucher parce que elle est à moitié sorcière, moitié voyante, elle a des rêves. Alors on se dit, bon,
On sait que c'est un peu fantasmagorique tout cela, mais les gens y croyaient parce que, effectivement, c'était leurs armes. Magnifiques armes. C'est-à-dire, bon, nous, on ne peut pas se défendre avec le sabre ou avec la violence physique, mais je peux te jeter un sort et tu vas voir. Et oui, et d'ailleurs, il y croit. Le renégat Christian, il croit qu'elle lui a jeté un sort. Elle lui a pas jeté un sort. C'est voilà, ce poisson-là qui est hallucinogène et il a un peu perdu la tête. Il dit c'est des sorcières, elles m'ont jeté un sort. Et c'est pour ça que cette histoire, oui, de croyance, elle revient pas mal de fois, quoi. Il y a des destins, des destinées, des vies qui changent parce qu'on croit que celui-là, il est chrétien, parce qu'il est musulman, parce qu'on croit en un marabout, on croit qu'il y a des choses invisibles qui existent ou on n'y croit pas. Il est habité. Voilà, et les janissaires, quand même, qui pensent qu'en perdant leur chaudron, ils ont perdu leur force, donc ils se soucient même plus du prisonnier qu'ils ont perdu. Pour les janissaires, ce qui était grave, c'est de perdre un chaudron, quand même. Ça paraît complètement impensable, mais c'est le symbole du pouvoir des janissaires. Et quand un janissaire perd son chaudron, c'est quelque chose de très grave. Ça nous fait sourire aujourd'hui. Oui. Et voilà. Et donc, moi, c'est toutes ces croyances. Il suffit de croire. Quand on croit en quelque chose, ça peut complètement chambouler nos vies. Et je pense que c'est un peu ça que raconte ce livre. Alors, il suffit de dire, Christian, il a dit ben, moi, je vais devenir musulman. C'est quoi devenir musulman? C'est faire une prière par jour. Voilà. Et il est musulman, il n'est pas musulman. Et les personnages, ils sont un peu comme ça, voilà, entre deux mondes. On est vraiment entre deux mondes. Mais parce que... mais parce que... nous sommes au XVIIe siècle. On n'oublie pas trop souvent qu'en Europe, bon là on parle de gens qui viennent de France, mais c'était pareil. Mais bien sûr. Dans le fin fond du Bercy ou de la Bretagne en France, et même à Paris, on n'a même pas les besoin gens d'aller dans les étaient campagnes, effrayés par je ne sais pas quel truc, oh là là, il m'a jeté un sort, etc. Faut pas croire que les gars étaient, oui, avec une croyance scientifique, pas du tout. 99% de la population était totalement illettrée. Bah oui. Bon, donc, si on leur dit... mais même aujourd'hui, on croit tous en quelque chose. Même les personnes les plus rationnelles, même quand on essaie de rationaliser des choses, on est tous croyants. Quelque part, on croit en quelque chose. Mais parce que je crois que... Voilà, des fois on dit je pense. Il y a en même temps le côté encore enfant. Oui. On aime bien. On en a besoin. On aime bien. C'est-à-dire, bon, regardez aujourd'hui, dans des pays comme les États-Unis ou par exemple en Europe, etc. et tout ça, les films qui ont un gros succès, c'est quoi? C'est des films soit d'horreur, soit fantastiques. Parce qu'on aime bien. On a besoin. On sait très bien que ça n'existe pas. Oui. Et puis, mais on aime. Mais il y a cette convention-là, pendant un film ou une pièce de théâtre, on croit, on veut bien croire, jouer le jeu, quoi, que ça existe et jusqu'où ça peut nous mener. Vous qui êtes dans le monde du théâtre, c'est, je dirais, le monde que vous créez le plus, où... C'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, hein, où il y a le plus grand mensonge, quoi. Oui. Oui. C'est-à-dire, quand je dis mensonge dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on vous fait croire à des choses. Oui, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est un personnage d'une BD qui dit cette phrase, parce qu'il invente, il raconte plein, enfin il ment. Disons qu'il ment, et puis il y a un gars qui vient l'arrêter, il lui dit mais arrête de mentir. Il le regarde, il dit mais vous inventez une histoire et la moindre des politesses. Je pars de ce principe, j'essaie d'être poli. Absolument. Laissez-moi on a besoin d'échapper à la réalité, voilà, on en a tous. Mais de toute façon, et il faut la sublimer en fait. Écoutez, connaissez-vous un roman qui ne ment pas? C'est du mensonge pur. L'imaginaire, c'est du mensonge pur. Et c'est de la vérité pure aussi. Mais c'est aussi, bien sûr, voilà. C'est en même temps les deux. Mais c'est vrai qu'on veut y croire.